Alors, allô. Ok, ça m'a l'air bon. Ok, bah, tout a l'air ok. Donc bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Merci de m'indiquer si c'est ok au niveau du son et de l'image. J'ai 11 minutes de retard. Je suis vraiment désolé pour ça. Et donc on terminera 11 minutes plus tard par la suite. Donc voilà, son ok me dit SSTM, donc on va pouvoir commencer. Donc moi je suis vendeur sur Eurodol, ça se passe bien pour le moment, j'ai deux micro-lots d'ouvert. Donc une première position qui a été ouverte ce matin, donc vers 11 h à 1.3345,7 et une seconde position qui est ouverte après, donc à 1.3328,9. Donc je pyramide et là je vais pouvoir reprendre une position par la suite si le mouvement se poursuit un peu. Donc surface de correction. Mon but étant toujours de pyramider. Une autre position verte, c'est un achat sur l'or de 0,01 lot. C'est une position perdante de 12,88 €. Donc j'ai pas d'autres positions, j'en ai qu'une. Donc celle-là je la laisse courir. Donc sur l'ensemble des positions vertes, ça fait moins 10,21 €. On est à 1273 € d'équité pour 1283 € de balance. Donc le but c'est toujours de maximiser les gains, de minimiser les pertes. Donc on va continuer dans ce sens-là. Donc en tout cas, pour moi, ça part bien sur Eurodol. On va aller voir les avis des uns des autres. Alors, pas mal de monde de connecté déjà sur le chat. Alors, salut à ceux qui sont là, Luigi, Stéphane, Gates, SSTM, etc. LOL. Alors, il y avait un petit débat. Alors, je surveille un peu quand même Eurodol, parce qu'on peut peut-être pouvoir reprendre une position à la vente. Étant donné que l'équité est plus importante, je me permets de prendre un peu plus de positions qu'avant. Là, ça ferait quand même un peu serré. Pour l'instant, je vais essayer de courir avec les 0,02 lots. Ouais, pour l'instant, je vais essayer de courir. Donc, c'est fou, t'as donc rien appris. Désolé, t'es à cause perdue. Tu as un mal, hein? Non, mais c'était mon côté social. Ton pote m'avait saoulé. Ok. Comment tu parles mal, hein? Salut, donc Stéphane. 1.38 lol, disait Gates. Non, je répète les dires de Luigi dans sa vidéo. Heureux que tu ne dises rien, sinon on aurait encore le discours. Fausse information. Alors, si vous pouvez m'en dire plus, c'est quoi la vidéo? J'ai pas tout compris. Rednev qui nous dit faut arrêter de s'exciter comme ça finit par te rabaisser tout seul. Tu ferais mieux de rester calme, même si ça te saoule, au moins tu passerais pas pour le petit nerveux du chat. Ok. Bon, alors, ouais, sur Eurodol, donc mon stop est à 1.3387, fait que je vais mettre ici aussi. Alors déjà on va regarder un point, donc on va regarder ce qui se dit. Donc fondamentalement aujourd'hui, alors ici sur Boursorama, donc Alstom reçoit une commande de 900 millions d'euros, on a un CAC qui baisse de 0,58%, l'Espagne ne renoncera pas à son objectif de réduction du déficit, l'Espagne se trouve face à une tâche gigantesque, mais ne renoncera pas à son objectif de réduction du déficit public, a déclaré lundi le chef du gouvernement Mariano Rajoy en défendant le budget 2012 du pays. Zone euro, pas de répit pour le chômage qui atteint un nouveau record. De plein fouet les pays du Sud soumis à une forte austérité, montrant que si la crise financière se calme, la crise sociale, elle, ne connaît aucun répit. Air France va dévoiler ses premières pistes de restructuration. Pardon, crainte sur l'efficacité du pare-feu financier européen. Donc la bourse de Paris repassée dans le rouge lundi à la mi-journée, pénalisée par le fort recul des secteurs bancaires et automobiles dans un marché inquiet sur la situation en Espagne et doutant de l'efficacité du pare-feu. Okay. La banque singapourienne DBS rachète l'indonésienne Danamon pour 7,3 milliards de dollars. Japon, les ventes de véhicules neufs bondissent de 78,2% en mars. Les ventes un tsunami qui avait fait plonger les transactions, a annoncé l'association. Bref. Pouvoir d'achat, 86% des Français se disent préoccupés. Au Japon, les grandes firmes restent moroses mais guettent le déclin du yen.
Donc voilà ce qu'on pouvait. 1516, donc on est sur quelque chose d'assez bon pour la mi-journée. On va dire que c'est classique, il n'y a pas de pics spéciaux. Donc voilà, ça c'est ok. Alors maintenant on va les regarder alors qu'on est 1.3316, donc 30 pips, et sur la seconde on gagne voilà 15 pips, donc on est bien orienté pour le moment. Je vous rappelle que vous pouvez suivre mes positions en direct, encore sur le lien résultat au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Voilà. On va aller écouter déjà les avis de Jean-Louis Cussac qu'on a retrouvé vendredi. D'ailleurs les vidéos seront disponibles bientôt, j'attends la confirmation de FXM. Autrement en ce moment je publie beaucoup de vidéos, là vous avez vu des interviews etc. Donc n'hésitez pas à les consulter, hein, elles sont un peu partout sur le site, notamment dans la partie vidéo. Donc j'ai des interviews de Jean-Louis Cussac, Tammy Kabadj, Philippe Lermy, Stéphane Soduteil, voilà, des responsables de divers brokers et courtiers, voilà, beaucoup de traders, André Malpel, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est un gros boulot, donc je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Il y a des choses à apprendre et il y aura des conférences également qui vont bientôt être publiées, donc ça va être assez intéressant. Alors au niveau de ce que je voulais regarder donc par rapport à BFM, c'était Jean-Luc Cussac et Olivier Anger, donc gérant chez Aurora Gestion. Jean-Luc Cussac donc pour Perceval Finance. BFM Business, Intégral Bourse, le match des traders. Et à l'entame donc de l'émission, juste après le journal, le match de nos traders comme chaque jour. Comment vous livrer le maximum de clés pour mieux anticiper la tendance? On est en ligne avec Olivier Anger. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Et en duplex avec Jean-Louis Cussac comme tous les matins. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil. Comment voyez-vous évoluer les choses? Le CAC pour le moment garde le cap, plus 0,61%. La hausse timide, mais la hausse de l'ouverture se confirme. Ouais, c'est toujours dans le calme. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Le marché revient taper la résistance 3440, pardon. On va dire que, allez, il est neutre, ce marché. Il a prouvé qu'il avait quelques ressources, en tout cas. Il nous a montré qu'il n'y avait pas de flux vendeur, que vraiment les gérants ne sont pas vulnérables, que le marché dans son ensemble n'est pas vulnérable, que la spéculation reste assez modeste, timide même on va dire. On n'a pas eu de relais sous 3380 qui reste donc un niveau de rupture intéressant à surveiller si jamais le marché repartait à la baisse pour aller tester les 3350. Bon, après, ça sera le niveau important, vers éventuellement 3240. Ça serait très étonnant. Pour l'instant, je répète, le marché n'est toujours pas vulnérable. Il est en fait, il est bercé par les dernières nouvelles, Total va mieux ce matin, ça s'enflamme pas, c'est sûr, on est à 80, mais c'est pas mal quand même. Le marché, il est sans gros intérêt, mais plutôt rassurant pour la suite des événements. On a l'impression qu'il pourrait très facilement remonter. 3455,60, résistance intéressante à surveiller. On va considérer, allez, pour aujourd'hui, si on franchit ce niveau, vraiment on s'éloigne du danger et on peut à nouveau rechercher les 3005, pourquoi pas. Olivier Anger, c'est quand même la première séance du deuxième trimestre. Est-ce que vous le sentez bien, vous, ce deuxième trimestre? Le trimestre entier, pas sûr. Surtout qu'on arrive, le mois de mai c'est rarement très bon, juin aussi, etc. Sur les premières semaines, toutes premières semaines d'avril, on a une semaine sainte qui est souvent une bonne semaine, creuse mais bonne. On a avec beaucoup de marchés qui sont fermés en alternance, un peu en domino les uns les autres, mais c'est souvent assez positif. Au point de vue technique, sur le CAC 40 pour le moment c'est assez lisible, dans le sens où on a eu deux vagues de baisse d'amplitude identique, ce qui est tout à fait classique. Au terme de ces deux vagues de baisse, qui ont duré en fait chacune une semaine, on s'en souvient bien, seconde quinzaine de mars, on est repassé au-dessus d'un seuil de clé là ce matin à 3435, et qui était en fait le plus haut de jeudi.
Et donc là, on a une amorce de retournement aussi vers 3460, c'est pas très haut, mais 3460 en premier point, et ensuite derrière, il n'y a pas vraiment de raison qu'on n'essaye pas de remonter sur 3515, en fonction bien sûr ce que fera le marché américain, qui lui va être attentiste sous une humeur sans doute positive, surtout avec l'aide de la Chine là ce matin qui est très bien, et donc sous une humeur positive, en attendant ces résultats dans une semaine, le marché américain risque de monter un petit peu et donc de nous tirer avec. Donc plutôt positif cette semaine, plutôt positif court terme. Les résultats derrière seront pas forcément exceptionnels, mais tout le monde s'attend à ce qu'ils soient pas exceptionnels. Donc le mois d'avril pas forcément mauvais. Oui. Après on verra. En plus, le calendrier sera très politique au mois de mai. Il y aura les élections en France, les élections en Grèce, un référendum en Irlande. Ça va faire beaucoup pour les marchés. Ça va faire beaucoup d'incertitudes. Les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude et c'est de ce côté-là, oui, je sais pas. On verra, c'est le marché qui nous dira en fonction de son comportement s'il faut ou non s'inquiéter. Pour très très court terme, là plutôt une vague de reprise au moins technique. Si on regarde un petit peu la tendance générale et qu'on s'intéresse peut-être aussi à l'eurodoll, on a senti que le plan de l'Eurogroupe et ce fameux pare-feu dont on a pourtant beaucoup parlé la semaine dernière, il a eu assez peu d'impact. Votre sentiment, Jean-Louis, et puis surtout quels sont les seuils du coup qu'on surveille sur cette parité eurodoll? Jean-Louis Cussac, donc allez-y Jean-Louis, on avait un petit problème de son. Allez-y. Un petit peu comme le CAC 40, moi je privilégie les écarts. La tendance, le dernier signal, là il est toujours haussier. Ça fait maintenant 5 jours qu'on bute vers un 33,70, qui est un niveau important. Si on arrive à franchir cette zone, un 33,70, un 34, ça sera peut-être le signal d'impulsion vers un 35,50. Il y a d'autres résistances entre temps, mais moi je vais toujours dans le sens plutôt achat sur l'euro-dollar. Là je suis placé pour la journée à un 33,30, un 33,10 qui est un niveau support. Et je déclenche pas d'alerte, on va dire, tant qu'on est au-dessus d'un 31,30. Voilà, entre 31,30, warning allumé, un 29,20. Là, franchement, j'appuie dans le sens de la baisse. Mais encore une fois, on est loin d'être dans cette situation. Il y a des ressources sur l'euro, manifestement, comme il y en a sur le marché. D'ailleurs, sur le marché, on voit un Nicox et compagnie. Là, ça monte. Il y a de la spéculation un petit peu sur les valeurs secondaires, ce qui prouve toujours que le moral n'est pas si mal que ça. Olivier Angers, votre sentiment positif aussi sur l'eurodoll? On a en ligne de mire, on a l'impression le $34 quasiment maintenant. Oui, un $34,80 même comme résistance importante si on regarde en données hebdomadaires. Vers un 34,80, on aura une forte résistance. On a le sentiment que l'euro est bien soutenu. Ça c'est une bonne chose, surtout que ça permet un peu de compenser la hausse des prix de l'essence, du pétrole, etc. et de l'énergie. C'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que depuis quand même maintenant quelques mois, 2-3 mois, on a beaucoup plus de décorrélation entre la hausse de l'euro et le marché lui-même. C'est devenu beaucoup moins flagrant. C'est que l'euro peut redescendre sans que le marché descende et vice versa. Ça devient moins main dans la main. Phénomène marquant, effectivement, cette décorrélation. Merci beaucoup. Olivier Angers, donc, et Jean-Louis Cussac en ligne, en duplex avec nous, depuis Perceval Finance Conseil. Le deuxième trimestre commence bien sur les marchés. Le CAC gagne 0,6% aujourd'hui. Alors que les armées, il est perdant de 0,6 justement. Donc ça s'est retourné en cours de journée. Voici donc le point qui était réalisé par Jean-Luc Cussac et Stéphane Dutheil, et Olivier Angers ce matin. Alors sur Eurodoll, moi j'ai pris le pari de la baisse. Pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons que celle évoquée la semaine dernière. C'est-à-dire que pour moi on est dans une zone de résistance. D'ailleurs on le voit bien au vu des comportements des bougies. À chaque fois on a des ombres qui viennent essayer d'accélérer et on a des corrections. Donc pour moi la résistance tient toujours bon. On est dans la zone de résistance oblique baissière. En plus on a un support oblique haussier moyen terme, alors que l'autre c'est long terme, qui peut jouer un rôle de résistance par la suite. Donc pour moi on a plus d'arguments techniques à la vente que d'arguments à la hausse. Au niveau de du couple euro-dollar, c'est l'euro qui joue toujours le rôle d'actif à risque et le dollar le rôle de valeur refuge. On a un contexte qui est toujours tendu, en tout cas pour moi plus propice à la baisse des des actifs à risque qu'à leur hausse. Donc dans ce contexte, je garde un biais baissier, donc je continue à parier sur une baisse de l'euro face au dollar. Pour l'instant ça se passe bien, on va voir si on arrive à accélérer. Donc je garde ce biais baissier sur Eurodoll et on va voir s'il y a possibilité d'accélérer ou pas. Alors cet après-midi, est-ce qu'on aura des nouvelles d'ordre macroéconomique à attendre? Je vais regarder ça tout de suite sur videobourse.fr. Je vous rappelle que le calendrier est dans la partie outils ou en bas de la page d'accueil.
Donc cet après-midi à 16 h, on aura l'indice de fabrication ISM relatif à l'économie américaine. Ce matin, on a eu des nouvelles relatives à l'économie européenne qui ont été mitigées, avec l'indice PMI manufacturier français qui est tombé à 46,7, on l'attendait à 47,6. L'indice PMI manufacturier allemand qui est tombé à 48,4, on l'attendait à 48,1, donc ça c'est meilleur qu'attendu. Voilà, PMI manufacturier espagnol, 44,5, donc conforme aux attentes et légèrement inférieur aux chiffres précédents. On a eu le taux de chômage en Europe qui est tombé à 10,8, on l'attendait à 10,8, c'est un léger progrès, donc de 0,1% par rapport au mois précédent. Taux de chômage mensuel italien, 9,3% en progression. L'Allemagne, émission de Boubil à 6 mois, donc ça c'est ok. Et voilà, prix de fabrication ISM, vente mondiale de semi-conducteurs, adjudication de bons du trésor à échéance 3 mois. Cet après-midi on aura 17h30, mais ça c'est des informations de faible importance. Ce qui est important c'est l'indice de fabrication ISM. Émission de bons de trésor à 6 mois, 17h30, voilà, ce sera ce qu'on aura, donc pas de nouvelles majeures cet après-midi. Alors on va l'écouter désormais l'avis de Nicolas Chéron, donc, qui analyse, d'ailleurs on l'a retrouvé pour ceux qui étaient là vendredi plusieurs fois au long de la journée, donc analyste pour DailyFX FXCM, donc il donne son avis entre autres sur l'euro-dollar. Ensuite je vous laisserai le lien pour ceux qui veulent voir son avis sur les autres paires. On écoute ça tout de suite. En temps que ça charge. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting DailyFX de 11 h. Nous sommes lundi 2 avril. On n'a même pas eu l'opportunité de pouvoir vous faire des poissons, mais bref. J'espère donc que nous allons commencer ce mois sur les chapeaux de roue. Avant de commencer ce morning meeting, premièrement, je me dois de vous montrer ceci. C'est un avertissement pour dire aux personnes qui font de la bourse qu'elles peuvent perdre de l'argent et que ce qu'on leur dit, ce sont des informations à prendre en considération, mais ce sont en aucun cas des conseils de trading pur et dur. Alors, revenons à nos moutons. Nous sommes lundi. Lundi, c'est généralement prise de bénéfices suite au week-end. Et souvent un petit peu d'aversion au risque. On note pour le moment que ça tient correctement, mais qu'il y a effectivement donc une petite dose d'aversion pour le risque. Nous allons voir que en fait nous sommes toujours dans les bornes de risque de la semaine passée, c'est-à-dire un euro qui tient particulièrement bien, des dollars des antipodes, donc le dollar australien et le dollar néo-zélandais qui sont toujours un petit peu faibles. Des matières premières attentistes dans les starting blocks et des indices qui travaillent leurs plus hauts sans pour autant les dépasser. Alors nous sommes en début de semaine, donc première chose à faire, aller chercher son calendrier économique, mettre les statistiques d'importance forte au minimum, régler la date. Moi je regarde les statistiques de la zone européenne et américaine. Donc voilà, première statistique déjà, elle est tombée ce dimanche, c'était l'indice PMI de la production manufacturière en Chine, il était supérieur aux attentes, ce qui a permis une ouverture positive cette nuit, avant que l'on cède à des prises de bénéfices sur certains actifs. Et cet après-midi, on attend l'ISM manufacturier aux États-Unis, attendu à 53 avec un précédent à 52,4. Donc on verra ça à 16 h. Et puis vous notez également que cette semaine, mardi soir, donc c'est le FOMC, réunion américaine sur les taux, et mercredi les taux euros. Voilà. Et puis jeudi, on aura le chômage, étant donné qu'on est le premier vendredi du mois, la première semaine d'avril, on aura le NFP. Donc beau programme, des statistiques à venir avec la première ce lundi à 16 h, et puis les taux mardi soir aux États-Unis, mercredi en Europe, vendredi le NFP. Bref, ça devrait être une semaine volatile et intéressante. En attendant que ces fameuses statistiques tombent, et parce que les marchés en un lundi matin ne vont pas prendre de direction vraiment claire, nous allons tout simplement faire un point sur la situation graphique qui ressemble en fait très fortement à celle de la semaine passée. À savoir, pour ceux qui se poseraient la question, si j'entrevois ou non une cassure des 33, 70, 80, je n'en sais absolument rien. Et à vous dire vrai, quand je regarde le scénario que j'escomptais sur le dollar index,
il se pourrait que ça ne passe pas. Mais bon, je ne préfère pas être présomptueux à ce sujet. La semaine dernière, j'attendais un test du dollar index à proximité des 9900 points pour mieux repartir à la hausse. Il est venu faire le test des 9900 points, il est reparti à la hausse et il est en train de faire un double test. Le dollar aurait-il besoin d'un double bottom pour repartir de plus belle? Cela se pourrait, pour l'instant, c'est une possibilité. Par contre, je note que le dollar peut très bien revenir sur ses plus bas de vendredi, voire les plus bas de la semaine passée, à 9900 points pour mieux prendre son élan. Donc ça nous enverrait sur l'eurodoll à revenir tester les plus hauts sans pour autant les dépasser. Donc tant que le dollar index reste au-dessus de EMA 70 dont je me servais à court terme et la MVA 100 que vous voyez ici en gris sur mon graphique qui fait pivot quant à elle depuis des semaines, tant que les cours restent au-dessus de cette zone de prix, j'aurais tendance à acheter du dollar sur ce support et donc à vendre de l'euro. Donc j'aurais tendance, vous l'avez compris, à vendre de l'euro sur rebond, sous résistance, tant que le dollar tient favorablement cette zone de prix. D'autant plus que, pour ceux qui sont venus vendredi ou encore ceux qui ont l'habitude de suivre le morning meeting, vous vous doutez bien que je préfère vendre de l'euro sous résistance, tout comme je préfère vendre des indices sous résistance qui sont complètement perchés, et alors que les paires des antipodes baissent. Alors, sur l'euro, puisque vous êtes beaucoup à trader uniquement l'euro, c'est toujours simple, hein, c'est le même combat que la semaine dernière. La semaine dernière, la question de la semaine, et ça le restera cette semaine, c'était va-t-on casser la zone des 33,70, 33,80 et la MVA à 30 périodes en données hebdomadaires. Il se trouve qu'on a clôturé à 33,43 la semaine dernière avec une moyenne mobile à 30 périodes à 33,49. Cette semaine, elle est à 33,39. Et c'est pas parce qu'on est à 33,37, 10 points au-dessus qu'on peut considérer l'avoir cassé. Ça, je peux vous dire que ce sera le combat de la semaine et que tant que la semaine ne sera pas clôturée, on a la possibilité de rester en dessous et de retourner en direction des 1,30. C'est en tous les cas scénario privilégié par les vendeurs. Acheteurs, il va falloir se remuer un petit peu et casser la MVA 30 si vous voulez qu'on aille plus haut. Parce que pour l'instant, c'est une belle zone de prix, une belle zone de résistance, et les vendeurs s'y sentent à l'aise pour le moment. Donc si vous voulez que ça passe, il y a intérêt à ce que ça se fasse rapidement, peut-être cet après-midi avec l'ISM. En données journalières, on est toujours dans un canal baissier de moyen terme matérialisé ici par mon oblique ici en bleu que j'ai reporté au plus bas, c'est la plus propre. J'ai vu certains d'entre vous en tracer un petit peu avec les clôtures, etc. Moi, je prends les extrêmes et ça me donne un point haut vers 34,30. Donc, à vous dire vrai, que ce soit un échec sous 33,80 ou sous 34,25 ou 34,60, je n'en sais rien. Mais je pense continuer cette semaine et tant que les cours restent potentiellement sous MVA 30 hebdomadaire et sous les 34,80 en journalier, on est dans une dynamique baissière de moyen terme et je considère la vague actuelle comme une vague haussière qui nous permet de prendre position avant de jouer potentiellement une baisse à venir. Voilà, ça, je pense que les taux aussi cette semaine, donc mardi soir FOMC, mercredi taux, ce sera déterminant et on sera peut-être enfin fixé alors que depuis 2 semaines, le marché n'est pas ennuyeux. J'allais dire ennuyeux, mais il n'est pas ennuyeux puisque acheteurs comme vendeurs s'y retrouvent et que même en étant vendeur et malgré la montée, tous les jours on arrive à vendre sous de belles résistances. C'était les 32,60, 32,80 la semaine dernière, c'était les 33,60 la semaine dernière, c'était les 32,60, 32,80 la semaine d'avant. Donc ça me va parfaitement, mais j'aimerais bien un mouvement directionnel en journalier. Donc voilà où nous en sommes. Les acheteurs sont toujours à 32,80, 33. Les vendeurs à 33,70, 33,80. Si ça casse, on peut voir les 34,30 en journalier. Voilà le champ de bataille en horaire. Donc le champ de bataille en horaire, c'est un canal haussier très simple. On prend les plus bas, si vous voulez que je vous trace ceci. Donc voilà, on a tout simplement une dynamique haussière. On va prendre une oblique qui lie par les plus bas. Plus on a de points bas, mieux c'est. Ici, on a 3 points bas, 3 zones basses. Donc ça nous va parfaitement. On va reporter à chaque fois l'oblique haute au plus haut. Et puis on va voir parfois s'il n'y a pas une médiane. Médiane qui aurait pu être travaillée à de nombreuses reprises
Or, c'est le cas ici. Alors moi, j'ai pas tendance à opérer sur la médiane parce que je sais qu'on peut y faire un peu n'importe quoi, mais il est toujours bon de la prendre en considération. D'autant plus que à 33,80, 33,90, si certains se demandent pourquoi c'est pas passé ce matin, c'est parce qu'on a un niveau horizontal plus la proximité de la médiane. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que comme la semaine dernière, on peut vendre de l'euro à 33,70, 33,80, profiter du range horaire entre 32,85 et 33,80. On achète en bas, on vend en haut. Si j'avais une zone à surveiller pour des achats éventuels sur repli, ce serait la zone des 33,10, 33,15. Niveau horizontal testé la semaine passée à de nombreuses reprises et borne basse du canal haussier. Une mèche à 33,90 sur le niveau horizontal sous le canal avant de repartir de plus belle ne serait pas impossible. Si on casse le canal, qu'on sort, qu'on accélère sous 32,80, on a un risque de sortie par le bas du canal haussier et de prise en main des vendeurs. Voilà. Et si on casse à la hausse au-dessus de la zone 33,85, 33,95, eh bien je dirais qu'on a de la chance au-dessus de l'oblique de la médiane de mon canal d'aller chercher la borne haute vers ces fameux 34,80 que l'on retrouve, qui datent de fin février dernier. Donc voilà pour l'euro, toujours indécis. J'attendrai, je pense, la statistique de 16 heures pour me prononcer un petit peu plus. Concernant le dollar australien sous-performe, la faute à la Chine. Alors la Chine, vous me direz, a publié des statistiques supérieures aux attentes ce dimanche, mais la Chine en général ces dernières semaines ralentit et je pense que certains investisseurs, des gros investisseurs de moyen terme, prennent des positions qui, même quand on a une statistique bonne le dimanche, impactent l'AUD et le NZD. Ils n'ont plus la cote actuellement, c'est ainsi, et cette semaine, il y a d'ailleurs les taux australiens. Vous ferez très attention. Donc, pour ceux qui traitent l'AUD, on rajoute dans les filtres du calendrier économique l'AUD. Et on voit que mardi matin à 6h30, il y aura les taux de la RBA, donc la Royal Bank of Australia. Ils sont attendus à changer à 4,25, mais on fera tout de même attention à la rhétorique des officiels de la RBA. L'AUD est donc baissier, mais sur une zone majeure, parce que la zone ici des 1,0350, 1,0370, ce n'est pas rien, c'est la MM200 jours, donc la MM à 20 semaines ici, MM 20 semaines, MM 200 jours, une zone de prix horizontale, c'est pas parce qu'on est 50 pips sous la moyenne mobile en question qu'on peut la considérer comme cassée, étant donné que c'est du long terme. On est coincé en fait, les acheteurs sont coincés parce qu'à chaque fois qu'on essaie de rebondir, on a MM20 et EMA10 qui font résistance. Donc, soit on arrive à se reprendre sur le support ici, à reprendre EMA10 et MM20, auquel cas on se donne une chance de rebond en direction des 1,06, retracer 50% de la baisse précédente pour mieux peut-être repartir à la baisse par la suite, mais bref. Retracer une partie de la baisse alors qu'on est sur ce support clé serait totalement envisageable. Néanmoins, si on la casse, c'est fin de la partie. Fin de la partie parce que si on en vient à accélérer sous cette zone de prix travaillée que les acheteurs essaient de tenir, je pense qu'on ira très rapidement en direction des 1,0170, voire de la parité. Sur le dollar néo-zélandais, on en a parlé à de nombreuses reprises, on est dans un range. Ce matin, on a tenté un rebond technique, on est arrivé aux abords des 0,8240. Le haut du range est à 0,8260. Ce n'est pas pour autant que les acheteurs donc ont réussi à pousser jusque-là. Les vendeurs se sont présentés et on a des vendeurs dans cette zone de prix. Donc si vous voulez, quand je regarde l'euro, je me dis oui, on est dans un canal haussier. C'est bien, on est dans un canal haussier, j'achète sur repli, je vise de nouveau plus haut. Mais regardez l'AUD, il est en tendance baissière sous résistance. Le NZD, il est en tendance neutre et il vient d'échouer sous résistance. Le pétrole continue d'avoir des vues baissières dans son canal baissier de court terme ici en bleu. Donc on a un canal haussier de moyen terme avec une moyenne mobile à exponentielle à 100 périodes à 101,50 et sous les 101,50 le seuil psychologique descend. Donc on peut très bien tenir la zone de prix actuelle et tenter un rebond. Par contre, si les 101,50, la borne basse ici du canal cède, on peut très vite se retrouver à 100 $.
Donc on surveillera cette zone de prix là pour des achats éventuels. Je vous invite à aller voir Nadia dans la file du pétrole pour faire un point en données horaires. Donc je le disais, on a euro, AUD, NZD, donc euro sous résistance, NZD qui a échoué sous résistance, AUD qui continue de baisser, et les matières premières pour l'instant qui n'arrivent pas à se reprendre véritablement alors que les indices américains sont toujours complètement perchés. Donc c'est pour ça que j'ai extrêmement du mal à payer. Donc l'AUD, on a dit sur support, on joue tout pour le tout. Le NZD a une nouvelle fois échoué sous résistance. L'USD4, vous le surveillerez. Pour moi, c'est une des stratégies de moyen terme à surveiller. Si les indices devaient lâcher, je pense que le pétrole suivrait, d'autant plus qu'il sous-performe déjà ces dernières séances. Et je pense que si l'USD4 cassait sa moyenne mobile exponentielle à 160 périodes, qui a déjà fait pivot une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois en 2 mois, peut-être moyenne mobile 160 périodes sur l'USD CAD. Avant on était au-dessus, elle faisait support, maintenant on est au-dessous, on fait résistance. Si ici on venait à casser cette moyenne mobile à 160 périodes, c'est peut-être un signal d'achat de moyen terme pour viser les 1,03 dans un premier temps. Donc je surveillerai cette configuration de près. Alors notez que sur toutes les configurations, en fait, on a des potentiels de 2 à 300 points à la hausse comme à la baisse, et que c'est dans les séances à venir que nous allons prendre la décision de partir dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que je suis autant factuel en ce lundi, et que je reste ouvert autant à des scénarios haussiers que baissiers. Moi, j'ai des scénarios plutôt baissiers sur l'euro, autant que j'ai des scénarios haussiers sur l'USD4, des scénarios baissiers sur indices et matières premières, mais je suis et je reste ouvert à tout, étant donné que je n'ai plus du tout de position et que je n'ai pas ma boule de cristal sous la main. Donc voilà. L'USD4, ça tient bien. Je pense qu'on peut payer sur repli si on revient ici dans la zone d'achat que j'ai détourée pour jouer à un moment donné une sortie de la zone par le haut. D'autant plus si le pétrole sous-performe. L'argent, il est neutre. Il est neutre après avoir fait une pointe basse à 31,60. On a quand même 1, 2, 3 impacts à 31,60. On a une petite mèche ici dessous, mais le nombre d'impacts est supérieur à 31,60. À la hausse 33, 33,20. Tant que l'argent reste dans une dynamique baissière avec ici des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, ça reste baissier, on vend les rebonds. Va-t-on s'arrêter ici ou va-t-on aller chercher les 33 de nouveau? Je ne sais pas. Alors, on va reprendre l'émission. Donc là, c'est à pour voir. Ceux qui veulent suivre en entier donc l'analyse de Nicolas, je vous laisse son lien ici. Voilà. Et donc, ça se passe bien pour nous sur l'ensemble des positions ouvertes. Une perte globale de 7,31 €. Donc 1276 € d'équité. 2 gains donc sur euro-dollar. On est sous le point pivot, donc ça se passe bien pour le moment. On dépasse le S1. Sur l'or. Alors un coup d'œil à l'or. L'or qui remonte plutôt pas mal ici. Alors nous on est acheteur avec un micro-lot depuis un moment maintenant. Et notre point d'entrée, on le voit, il est ici, il sera au niveau de la R3. En journalier, on a une journée très... ça me représente même pas 1% du capital. C'est un micro-lot, donc j'ai pas de gros risque. Pour l'instant, je laisse courir. J'ai un stop qui est quand même à 1627 $, donc sous les précédents plus bas. Donc si on dépasse cette zone, ce sera coupé. Voilà. Donc Eurodoll, pour le moment on hésite, on semble s'orienter à la... Bon, on est quand même bien orienté à la baisse, on le voit ici en 5 minutes avec les 3 moyennes exponentielles qui évoluent les unes. Alors bébé, pour te répondre, ouais, je suis vendeur hein, sur euro-dollar et acheteur sur l'or. Tu as mes résultats dans la partie résultats au-dessus du cas de diffusion. Donc tu as la moyenne mobile exponentielle 20 tracée en verte, la moyenne mobile exponentielle 50 tracée en bleu et la moyenne mobile exponentielle 100 tracée en noir. Donc... voilà ce qu'on a. Donc une dynamique de fond baissière. On est dans le bon sens, on est sous le point pivot du jour. On constate qu'on est dans un range hein, tout de même. Donc en M
qui serait à 1.3384. Donc si on peut également considérer qu'on était dans un triangle et qu'on est sorti à la baisse de ce dernier. Donc si on voulait tracer les différentes parties du triangle, ici il y aurait le support avec des plus bas de plus en plus haut, et ici la résistance avec des plus hauts de plus en plus bas. Voilà. Et donc voilà, on a des vendeurs qui ont mis la pression, on est bien parti, on retrace alors. On pourrait rebondir dans cette zone, donc on va se calmer, mais si on rebondit, ce sera l'occasion de rentrer de nouveau, donc pas de panique et pas de crainte particulière. Donc voilà ce que l'on peut dire à court terme sur Rodol. Alors je vais faire un point sur ce qu'il disait sur le chat écrit, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire le point. Et pour l'instant, je vais rester concentré sur ces deux positions. C'est vrai que ça bouge pas des masses, donc s'il y a possibilité d'ouvrir quelque chose sur un actif qui bouge plus, je le ferai. Alors je vais lire ce qui se dit. Je les observe seulement. Quelqu'un me disait ok, tu devrais, si tu scalpes, c'est très bien les indices. J'en ai vu tellement se faire découper sur le DAX, je t'avoue que ça m'a un peu refroidi. Donc Karen qui pense que c'est plus simple de scalper sur les indices, c'est possible. Moi je sais que pour trader les news, je pense que c'est plus simple. Alors LOL qui disait Madge, tu penses que c'est moi le problème? Moi je lui dis, quand il y a un problème, il n'y a pas qu'une seule personne, mais pour l'instant tout va bien, donc parle trading et ça sera parfait. Alors LOL qui disait bonjour, LOL qui disait, depuis que je regarde le live, j'ai vu live de 15 personnes à 75 personnes, donc excuse-moi de mettre une mauvaise ambiance. Pour le scalping, le calque est meilleur, faible amplitude journalière, il est assez lent. Pas grave, hein. Donc LOL qui s'est en allé. Alors Pablo qui disait salut les gars, alors salut c'est Pablo, voilà, ça va. Lolo qui disait oui Karim, le CAC ça rapporte bien. Pour le DAX, faut mieux du trading. Perso, je vais chercher entre 25 et 50 points sur le DAX avec des stops de 10 ou 15 points. Bonjour hein. Karim qui disait sur le CAC, tu peux te permettre des stops à 5 ou 10 points. C'est propre, j'aime bien scalper. Je suis désolé.